La journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée partout dans le monde entier le 3 mai dernier. Et c'est d'ailleurs au nom de cette liberté de la presse que nous, à cette Afrique, nous traitons de sujets, bien que sensibles, dans le seul but d'apporter notre contribution citoyenne à une société plus juste. Aujourd'hui encore, nous allons traiter de sujets d'actualité africaine pour le bien de nos téléspectateurs. Bonjour à tous et merci de nous suivre sur la chaîne africaine de télévision. Aujourd'hui, nous serons au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, pour commencer, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé un entretien à la télévision nationale en marge de la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso. Lors de cet entretien, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, a abordé les grandes questions et préoccupations de l'heure. La situation sécuritaire et humanitaire, l'économie, l'industrialisation, l'agriculture, la santé, la diplomatie et la gouvernance sont autant de sujets qui ont fait l'objet de décryptage par le chef de l'État au cours de cet exercice qui a duré plus d'une heure. Avec nos chroniqueurs, nous en parlerons également dans un court instant. Nous restons au Burkina Faso. Une proposition de loi portant sur la convocation d'assises nationales devant déterminer la suite à donner à la période de transition qui s'achève le 1er juillet a été adoptée le vendredi 27 avril dernier par l'Assemblée législative de transition. La proposition a été votée à l'unanimité des 71 députés de l'Assemblée nationale. Au regard des nombreuses critiques formulées et les dénonciations contre certaines pratiques de gestion de la transition par les organisations de la société civile, également des organisations professionnelles de médias, notamment la restriction de liberté de la presse et des personnes, quelles peuvent être les nouvelles orientations et le contenu de la prochaine charte. Nous en parlerons également avec nos chroniqueurs dans un court instant. Restons toujours au Burkina Faso. Pas de marche pour les centrales syndicales au Burkina Faso à l'occasion de la Journée internationale du travail qui a été célébrée le 1er mai dernier. Raison évoquée, le président de la transition spéciale de la commune de Ouagadougou a brandi la loi portant interdiction des activités politiques et manifestations dans l'espace public. Cependant, des groupements et manifestations se tiennent en grande pompe par des organisations aussi de la société civile à Ouagadougou et à l'intérieur du pays. Comment expliquer ce deux poids deux mesures? Nous sommes sûrs que nous aurons des avis, nous aurons également des recommandations de nos différents chroniqueurs. Nous continuons toujours dans l'actualité africaine et nous restons au Burkina Faso. Cela a fait couler beaucoup d'encre. Nous parlons de l'interdiction des médias au Burkina Faso, notamment les radios BBC, VOA et le site également de Human Rights Watch également avait été suspendu pour 2 semaines. En plus de ces médias, le Conseil supérieur de la communication a décidé de la suspension de l'accès au site de TV5 Monde, de la Deutsche Welle, de Ouest France, Le Monde.fr, APA News, de Guardian et Agence Ecofin à partir du territoire burkinabé et ce jusqu'à nouvel ordre. Cette nouvelle série de suspensions intervient, comme nous l'avons dit, quelques jours après la suspension de BBC, de VOA et de Human Rights Watch. La justification avancée par le Conseil supérieur de la communication, la diffusion du contenu d'un rapport de Human Rights Watch publié le 25 avril dernier, accusant l'armée burkinabé, aux prises avec des groupes armés terroristes, d'avoir exécuté des civils. Le décryptage dans un court instant. Nous finirons également en Côte d'Ivoire, où à 18 mois des élections présidentielles, c'est-à-dire octobre 2025, voilà, les états-majors des partis politiques emblématiques ont pour la plupart dévoilé leurs candidats du côté du RHDP, alors que le président en exercice n'a pas encore livré ses intentions. Ses partisans le désignent déjà comme leur candidat naturel. Le président Alassane Ouattara va-t-il briguer un autre mandat ou va-t-il passer la main? Dans un court instant, avec nos invités, nous passerons également au peigne fin tous ces sujets. Bonjour encore une fois et merci de nous rejoindre sur la chaîne africaine de télévision pour cet autre numéro de votre émission 7 Afrique. Nous débutons sans pause avec cet élément réalisé par la rédaction, l'élément qui bien sûr traite de l'entretien du chef de l'État
accordé à la télévision nationale burkinabé et nous revenons sur ce plateau avec la présentation de nos chroniqueurs et bien sûr le décryptage. Toujours habillé en tenue militaire et coiffé de son béret, le capitaine Ibrahim Traoré répond aux questions des journalistes. Dans un long entretien, Ibrahim Traoré parle de la lutte contre le terrorisme. Et sans faux fuyant, le chef de l'État parle de la réorganisation de l'armée et de son équipement. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, les équipements vont continuer à arriver car l'armée burkinabé doit être suffisamment prête à toute éventualité. Oui, l'équipement, nous allons continuer à nous équiper. Comme je vous le disais, on n'est même pas à 15% de ce que nous souhaitons. Dans ce mois de mai, vous verrez beaucoup de choses qui seront là et ça va continuer parce que sachant d'où nous venons, on vient de très loin et donc il faut préparer de sorte que les générations à venir ne connaissent pas ces situations. Ces dernières semaines, le chef de l'État a organisé la radiation de plusieurs officiers militaires. Les raisons, selon Ibrahim Traoré, le manque de concentration sur le théâtre des opérations. Dans un pays en guerre, le soldat ne dort pas, explique Ibrahim Traoré, qui appelle les soldats à la concentration. Lorsque vous êtes en guerre, un officier, on le confie des hommes. La vie des hommes est entre vos mains. Vous devez les commander et prendre toutes les mesures pour qu'ils puissent combattre et vaincre. Il peut arriver que vous combattez jusqu'à épuisement de vos moyens. Ça peut arriver. Là, vous êtes mort en héros. Mais lorsque l'officier ne prend pas toutes les mesures pour que ces hommes puissent combattre, les hommes ne sont pas... ils ne répondent pas d'eux-mêmes. Ils ont été formés pour exécuter des ordres. Le chef de l'État a déploré pour finir un grand nombre de complicités internes. Des complicités qui occasionnent des fuites d'informations stratégiques. Le capitaine Ibrahim Traoré a aussi évoqué la participation de mercenaires étrangers dans le conflit aux côtés des terroristes. Certains ont déjà été appréhendés, explique le chef de l'État. Nous sommes avec nos chroniqueurs que nous allons vous présenter. C'est des habitués. Nous avons déjà M. Tal Issouf juste à ma droite. M. Tal, bonjour. Bonjour, M. Pafanam. Bienvenue à vous. Merci bien à vous. Nous rappelons que vous êtes analyste société et culture. Vous êtes homme de culture également styliste. Yeah. Merci de participer à cette émission, cette Afrique. Juste à côté de vous, M. Ouedraogo Sibiri Ismaël. Merci de participer à cette Afrique. Merci, M. Pafadnam. Merci de nous recevoir. Vous êtes analyste politique. Juste à ma gauche, nous avons M. Savadogo Daouda, analyste politique. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Bonjour, M. Pafadnam. Et bonjour à tous nos téléspectateurs. Je les remercie surtout de suivre cet élément. Merci. Prendre le temps pour suivre cet élément. Merci infiniment. Merci. Juste à côté de vous, M. Palm Sungalo. M. Palm, bienvenue à vous, analyste géopolitique. Merci de participer à cette émission. Merci à vous, M. Pafadnam. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci encore une fois de plus. Merci de nous avoir invités pour décrypter l'actualité. Merci infiniment. Nous avons suivi ensemble cet extrait de la rédaction où le chef de l'État s'est exprimé sur une des grandes questions du moment. Voilà, nous avons parlé tout à l'heure de sécurité, d'économie, de diplomatie, de gestion du pouvoir, d'agriculture, de beaucoup de sujets. Ensemble, nous allons décrypter ensemble la situation actuelle du pays au regard du décryptage du chef de l'État et également au regard de l'évolution de la situation. Monsieur Palm, quand on a écouté le chef de l'État, on a pris quand même le soin d'écouter cette interview voilà, qui a eu lieu le week-end dernier. Et nous avons écouté, nous avons pris le temps d'analyser. Et aujourd'hui, quelle analyse pouvons-nous faire de la situation actuelle du pays? Merci à vous, M. Pafadnam. Je pense que dans la vie de tout un pays, il est toujours important de communiquer. Je pense que le chef de l'État fait bien vraiment d'exposer la vision de la transition. Dans cette interview, il a relevé beaucoup de choses sur le plan sécurité, économie, développement, industrialisation du pays. Sur le plan de l'armée, il a parlé de l'équipement de l'armée, qu'on n'est qu'à 15%. Je pense que tout pays qui se respecte doit pouvoir avoir une armée qui soit crainte par tout le monde pour éviter des attaques. Si vous voyez que nous sommes dans cette situation, parce qu'à un moment donné, le pays n'était pas armé du tout. Au temps de Sankara, il y a eu des acquisitions des avions.
Mais malheureusement, lorsque le président Blaise a pris le pouvoir, avec les conseils ou bien la complicité des Occidentaux, ils ont procédé à la destruction ou à la disparition de ces armes. Donc à un moment donné, le Burkina n'était pas armé. Quand les terroristes ont pu prendre le pays, une grande partie du pays, c'était dit à cet état de fait où nos forces de l'ordre sur le front n'avaient même pas pratiquement d'armes. Donc pour un pays qui se respecte, il faut forcément que l'armée soit vraiment équipée à un certain niveau. Il a parlé de la radiation des officiers. Pour moi, c'est tout à fait normal. Que ce soit dans une entreprise, confier un travail lorsque tu n'arrives pas à obéir au travail ou bien atteindre ses objectifs, il va de soi que tu laisses la place à des gens qui veulent travailler parce qu'il y aura toujours des gens à la porte. Surtout que dans ce cas précis, c'est des vies qui sont en danger. Donc le manquement de ces gens-là entraîne des morts, entraîne des vies. Donc je pense qu'il a pris une bonne décision. Dans ce sens, ça va servir de leçon aux autres qui pensent que jusqu'à l'heure là, c'est comme si la lutte là, c'était encore de l'amusement. Et il a parlé de complicité interne. Moi, je note deux types de complicité. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent la chute de ce régime, de cette transition. Donc, ils sont prêts à tout, à collaborer avec les terroristes pour mettre en mal la gestion de cette transition. La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont assoiffés d'argent. Ils sont prêts à vendre du carburant, à vendre des armes, à vendre des informations aux terroristes, juste pour se faire de l'argent. Moi, je pense que dans la vie, souvent, il faut avoir le courage de se regarder dans la glace. L'argent que je gagne, est-ce que c'est de l'argent propre? Ce n'est pas au prix du sang de mes compatriotes qu'il faut que je m'enrichisse. Il faut travailler pour s'enrichir. Sur le plan économique, je pense qu'ils ont compris que la guerre ne peut pas aller sans le développement. C'est pour ça qu'ils ont mis un accent sur le développement. Parce que quoi qu'on dise, la guerre ne va... Il ne faut pas qu'on se leurre, la guerre ne peut pas se finir aujourd'hui. Donc, ils ont mis un accent sur le développement avec la création des industries. Un point important que moi j'ai retenu, où il a demandé au niveau du Trésor, les factures des entrepreneurs de 2023 ne sont pas payées. Il a donné l'ordre de liquider cette dette intérieure pour permettre à l'économie de reprendre. Donc je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Monsieur Sawadogo, nous décryptons la situation nationale au regard de cet entretien du chef de l'État. Bon, pour moi en tout cas, Son Excellence, Monsieur le Président, m'a convaincu. J'ai dit ça, ça n'engage que moi, parce qu'il a abordé tous les sujets, les pans de la société burkinabé. Il a dit la vérité au peuple, en français facile. Nous sommes 24 millions. Tous les problèmes de notre nation, il a abordé clairement, il n'a pas du tout utilisé de langue de bois. Je viens sur certains aspects. Premièrement, l'industrie. L'industrie, le président Traoré a réglé le dossier du charbon fin qui traînait depuis 5 ans. Chaque fois on dit des experts, le père 100 millions, 200 millions, qui savaient que le Burkina pouvait créer une raffinerie qui allait d'abord raffiner le charbon fin là ici, le charbon fin même, qui était garé à Bobo là. D'abord on a créé une usine ici, semi-locale, qui a raffiné d'abord le charbon fin. On a réglé le dossier du charbon fin en justice. À l'amiable, l'État a pris 9 milliards et on a gardé l'objet du délit. On l'a raffiné au bénéfice du peuple burkinabé. Ensuite, le président a expliqué que, à l'époque, ce n'est pas dans ce discours, mais seulement, apparemment, les sociétés minières n'ont pas de compte au Burkina. Ils n'avaient pas de compte ici, pourtant, c'est les produits de notre terre, ils n'avaient pas. On les a obligés à ouvrir des comptes, ça c'est un, à raffiner devant des Burkinabés une traçabilité. Ensuite, il a un projet de création d'une raffinerie d'or au Burkina, au profit du Burkina. Ensuite, comment dirais-je, une réserve d'or qui est prévue côté industriel. Des usines sont en train d'être ouvertes avec des fonds propres. On a vu des usines de tomates, des usines de fabrication de nos tenues et pas mal de trucs. Voilà. Maintenant, sur le plan diplomatique,
Aujourd'hui, le Burkina a des drones, des avions de combat, des hélicoptères. Hier, nos soldats se partageaient une arme à 4, voire 3. Les camps étaient décimés. Je me rappelle de Inata, et Neshombo, le drame de Gaskindé et de Solan. L'armée était dépourvue. Aujourd'hui, le président Traoré a engagé 60 000 VDPD civils formés, armés. Ils ont le même équipement, les mêmes engins roulants, pratiquement les mêmes unités sur le terrain. Et c'était un renfort. Et il a transformé les policiers qu'on disait qu'on ne pouvait pas leur donner des armes de guerre parce que c'est la police et c'est la sécurité interne. Les Goumis, on les a donné des armes, des FDS, et ils font des merveilles sur le terrain. Des merveilles. Alors qu'avant, voilà. Donc maintenant, je termine rapidement. La diplomatie. Nouveaux partenaires qui ont accepté de vendre des armes, c'est déjà quelque chose. Donc moi, je vois que tout est possible. Je voulais aborder un peu aussi l'agriculture. On va revenir. Voilà. On va analyser rapidement la situation nationale. Monsieur Tal. Déjà, il faut dire que personnellement, je viens un chef d'État déterminé, droit dans ses bottes, alors extériorisant ce qu'il a déjà fait, ce qui reste à faire. Et pour moi, effectivement, il a abordé ces grandes questions-là. Et vous convenez en même temps avec moi que oui, communiquer, c'est important. Et à partir de la réponse à ces grandes questions-là, le chef de l'État a communiqué sur la situation nationale, au point de nous démontrer sur le plan voisinage, alors les difficultés que les soldats, en tout cas, rencontrent sur les zones, en tout cas dans les zones frontalières. Et en indexant même un pays, en disant par exemple que oui, à nos forces armées nationales, que oui, sans se voiler la face, ceux qui nous sèment ce désordre-là, effectivement, peuvent se retrouver, en tout cas en Côte d'Ivoire. Tout ça sont des choses pour dire que quand on communique, effectivement, on lève le lièvre. Mais bon, après également, j'ai trouvé quand même cette communication-là longue. Je l'ai trouvé très longue parce qu'il est véritablement rentré dans beaucoup de détails, ce qui a rallongé les détails. Ben, il faut dire que par moment, le citoyen lambda n'a pas trop besoin des détails. Et donc, si vous permettez, je demanderai véritablement au chef de l'État prochainement d'être sommet sur ces interventions, de sorte à ce que on ne polémique pas trop autour des détails. Parce que les détails, nous, on n'a pas trop besoin, parce qu'on a besoin véritablement de voir et de vivre cette reprise des choses. Monsieur Ouedraogo, on décrypte ensemble la situation. Oui. Alors, par rapport à la communication du président du Faso, moi je pense que quand vous êtes en guerre, il faut communiquer. La communication est une arme. Vous savez, quand vous suivez un peu au niveau international, surtout avec le NTIC à l'heure actuelle, vous allez vous rendre compte qu'on peut même arriver à manipuler une population à travers la communication. Si bien que il est très important et très capital en temps de guerre de communiquer. C'est ce que le peuple veut et c'est pour cela que j'ai aimé cette façon de traduire la vérité au peuple du chef de l'État. À l'heure actuelle, on peut te faire dire des choses avec des images à l'appui, croyant et utilisant même ta voix, comme si c'est toi qui parles, alors que c'est faux. C'est ce qui se passe au niveau international et même au niveau local. Donc, par rapport à la communication sur ce point, je dirais qu'il devait le faire parce que c'est très important. Là où je peux dire, c'est vrai qu'il a pris beaucoup de points, mais là où j'ai franchement aimé, c'est au niveau de la sécurité. Parce que tout le monde l'attend là-bas. Et il a bien dit, à l'heure actuelle, nous sommes en train de chercher, nous avons le matériel, nous allons monter. C'est une manière de dire que nous sommes en train de monter en puissance. Et tout le monde sait qu'à l'heure actuelle,
c'est la guerre ou rien. Maintenant, il a échangé autour de l'aspect économique. C'est très important. Parce que les gens en ont parlé. Quand il a dit que non, je vais essayer de lever, bon, permettez-moi le terme, de lever le pied sur la terre pour permettre qu'on libère un peu la dette interne. Elle est très importante. Et rien que hier seulement, j'ai échangé, il y a des amis qui sont des entrepreneurs qui m'ont fait comprendre que réellement, eux, leurs factures ont été gérées. J'ai dit, mais ça, c'est très bien. Parce que ce que le chef de l'État a dit, c'est ce qui est en train d'être fait. Et là, j'ai un banc pour lui par rapport à ce point. Alors, il a parlé aussi de la gouvernance. Vous savez, la rigueur du chef de l'État au niveau de l'armée, cette rigueur devait être répercutée au niveau de la gouvernance. Parce que quand vous l'entendez, il n'aime pas ce que nous appelons la faiblesse dans les actions et dans les missions. Monsieur Ouedraogo, nous restons avec vous. Nous sommes à quelques semaines de la fin de la transition, c'est-à-dire début juillet, 1er juillet. Et à écouter votre raisonnement, nous sommes dans une sorte d'évaluation. Parce que le chef de l'État a abordé plusieurs sujets. Et dans ces différents sujets qu'il a abordés, il a pris en compte plusieurs aspects de la vie, on va dire socio-politique, sécurité économique, agriculture, tout cela. L'un mis dans l'autre, s'il y avait une évaluation à faire à votre niveau, quelle serait votre appréciation de la gestion de cette transition jusqu'à aujourd'hui? Oui. Au regard, bien sûr, de tout ce qu'on a comme situation sociopolitique, sécuritaire, économique, au regard de tout cela, quelle serait votre appréciation de... S'il y avait une évaluation à faire, quelle serait votre appréciation? Vous avez suivi, une fois le Premier ministre a donné un taux d'exécution des différents ministres. Il a parlé de 84%. Ces 84%, permettez-moi de faire une analyse personnelle. Allons-y rapidement. Voilà. C'est ça qui va vous donner un peu ma lecture par rapport à la situation. Le 84%, ça veut dire quoi? Si vous rentrez individuellement, et l'occasion a été donnée, le président a dit, vous les journalistes, essayez d'aborder, d'éviter les ministres. Chacun viendra s'expliquer par rapport à l'évolution de son ministère. Vous me suivez très bien. C'est pour dire les 84%, c'est une moyenne qui a été donnée. Ça veut dire qu'il y a un ministère certainement qui a 120. Et quand les gens font une analyse, ils se rendent compte qu'au niveau comment on appelle ça, de l'armée, pour ne pas dire la défense, il y a un bon qualitatif qui est en train d'être fait. Vous suivez, non? Allons-y. Alors, maintenant, ma lecture personnelle à l'heure actuelle, je sais qu'au niveau économique, personne ne dira que ça va. C'est vrai, parce que c'est lié au fait que nous sommes dans un système qui nous empêche d'évoluer économiquement. Donc, au moins sur ce côté, il y a un petit problème. Maintenant, au niveau de la sécurité, vous comprenez bien sûr avec moi que ce n'est pas que nous ne fournissons pas d'efforts. Nous avons des ennemis internes et externes. Et c'est en cela qu'on évite tout le monde à mettre la main à la pâte pour que nous puissions booster l'ennemi. Or, nous n'avons pas d'opposants au Burkina. Nous avons des ennemis. Merci. Alors, comment il faut faire? Il faut qu'ensemble, nous puissions lutter pour libérer notre pays. Monsieur Ouedraogo, et pouvoir tenir. On vous revient dans un court instant. Monsieur Palme, vous voulez réagir déjà? Oui, voilà. Par rapport au bilan. Ok, allons-y rapidement. Moi, je dirais que le bilan est largement positif. S'il faudrait donner une note, moi, je donnerais la note de 8,5%. Monsieur Palme, comment vous justifiez cela? N'oublions pas que cette transition est arrivée au pouvoir avec l'objectif de lutter contre les terroristes. Avec l'objectif de lutter contre le terrorisme. Alors qu'il y a d'autres aspects dans la vie. Oui, je suis en train de venir. Allons-y. L'objectif premier de la transition, c'est la lutte contre le terrorisme. On voit que sur ce volet, il y a beaucoup d'avancées. Avant, on était dans la phase défensive. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase offensive où on va chercher l'ennemi où l'ennemi se trouve. Mais en plus de la guerre, le président a compris que on ne peut pas faire la guerre sans le développement. Donc, il a mis un accent sur l'économie, d'où avec l'industrialisation du pays qui a retenu mon attention. En moins de 2 ans, il y a eu combien d'industries qui ont été installées? Comparativement à d'autres régimes, en temps normal, où on ne peut pas dénombrer un nombre suffisant d'industries. Au contraire, on a assisté à la destruction des industries qui existaient déjà. Je prends le cas de Faso Fani, qui a disparu. D'autres industries qui ont disparu. Mais au moins, la transition a eu quand même
comment dirais-je, d'honneur quand même pour faire plaisir à la population, d'amorcer le développement avec la création de tout ce que nous sommes en train de voir. Monsieur Palme, vous évaluez, je veux dire, tous ces efforts qui ont été consentis par la transition, mais que dites-vous des différentes restrictions, de toutes ces restrictions auxquelles nous assistons? Tout ne peut pas être parfait. Est-ce que cela ne met pas, on va dire, une tache noire dans ce que vous appelez évaluation à 8,5 sur une échelle de 10? Monsieur Pafadnam, tout ne peut pas être parfait dans une gestion. On dit qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Nous sommes dans une dynamique. Il va de soi que tous ceux qui vont à l'encontre de cette dynamique, qu'on essaie de les barrer là-haut. Mais est-ce que, les restrictions dont est-ce que ces personnes-là, oui, est-ce que ces personnes-là qui ont été, je vais dire, restreintes, est-ce que toutes ces restrictions-là sont contre cette dynamique-là, monsieur Tal? Je dirais effectivement que oui, ces restrictions-là, en tout cas, démontrent que oui, il y a encore de l'effort à fournir. Et ce qui fait que la prise de conscience du chef de l'État... Par exemple, quand le syndicat des travailleurs, par exemple, souhaite, par exemple, déposer une plateforme revendicative qui, dans le fond, apporte des solutions quand même à cette dynamique. Oui, c'est tout ça. Au fait, je l'ai dit la semaine dernière, j'ai l'impression que le chef de l'État travaille actuellement à préserver un tant soit peu son pouvoir. Alors qu'au départ, c'était quelqu'un qui s'était lancé dans la tranquillité et dans la lutte contre le terrorisme et le boom du Faso. Moi, je me dis aujourd'hui, en ce jour-là, que ces restrictions-là ne sont pas faites pour aider le chef de l'État dans la gestion du pouvoir. Parce que oui, quiconque veut bien gérer doit accepter que la nation est entourée de forces vives et que chacun a un rôle à jouer. Interdit par exemple cette sortie de la centrale pour le dépôt de sa plateforme. Oui, nous allons en parler dans un court instant, oui. Allez-y. Revendicatif. Allez-y. Ben, déjà, démontre qu'il y a ce deux poids, deux mesures. Nous allons aborder la question tout à l'heure, M. Tal. M. Savadogo, oui, nous n'avons pas d'ennemis ici au Burkina, à part l'hydroterroriste qui trouble la quiétude des Burkinabés. Mais ces restrictions qui, je veux dire, qui ont cours actuellement, est-ce que ces restrictions-là ne vont pas entacher véritablement les résultats que loue monsieur Palme à un certain moment? Sur la question, je vais faire simple. Le Burkina Faso est un pays en guerre. Un pays qui avait été occupé à 65%. C'était les statistiques qu'on avait données quand le président Traoré venait. 2 millions de déplacés, 20 000 morts, des mines partout. Les drones nous montrent l'ampleur des dégâts qui étaient là. Hein? De quelle liberté on parle? 2 millions de personnes de Burkinabé qui ont le même droit que nous ont fui, ont laissé les villages. Aujourd'hui, là, il y a des villes, des grandes villes du Burkina, tu ne peux pas sortir à 6-7 km. Vous croyez que ça, c'est la liberté? Monsieur Savadogo, nous parlons de restrictions qui ont cours actuellement. Oui, bon, attendez, les restrictions. Oui, revenons je reviens aux restrictions. Voilà, revenons dans notre cadre. Précisez les restrictions des marches et autres là, non? Oui, allons-y. On va en parler tout à l'heure. Voilà, justement, c'est pour cela que je ne voulais pas rentrer dans le fond. Allons-y. Dans un pays en guerre, tous les Burkinabés, même celui qui estime qu'il est en sécurité là, doit estimer que nous sommes en guerre et avoir un comportement qui va avec le contexte. Mais est-ce que ces avis-là, est-ce que ces revendications sont contre la dynamique, comme l'a dit M. Palme? Est-ce que ces revendications sont contre cette dynamique impulsée? S'il vous plaît, M. Pafadnam. Allons-y. Si on vous dit, ne manifestez pas, parce que s'il y a des troubles, ça va mettre à mal c'est-à-dire que les autorités qui gouvernent ce pays-là, leur autorité me sera bafouillée, ça va être un problème. Monsieur Savadogo, alors que juste à côté, il y a des manifestations. Je suis d'accord. Non, attendez, je viens. Oui, je dis, vous avez dit que ça part dans un autre volet.
puisque je ne voulais pas dévancer. J'ai dit, il y a d'autres qui manifestent tous les jours, qui sont dans les ronds-points, qui ont des autorisations, et d'autres, on leur dit de ne pas manifester. Ça, ce n'est pas normal. Mais comme ce n'est pas dans ce volet, on est d'abord. Oui, allons-y. Maintenant, la liberté, là. Oui. Est-ce que vous, monsieur Pafarna, vous êtes libre, dans votre liberté, que vous voulez, vous êtes libre de prendre un véhicule ici à la Falanguntu à minuit? Vous n'êtes pas libre d'abord parce que vous êtes dans un pays en guerre. Maintenant, si les autorités disent, je m'explique, si les autorités disent, si les autorités échouent à défendre le pays, on va dire qu'ils ont échoué. Et ceux qui sont là à la manœuvre, on va les juger sur les résultats. Mais s'ils vous disent, pour que je réussisse ma mission, voilà ce que je vous demande comme consigne pour le moment. Vous dites non, nous sommes libres, nous avons les libertés, on veut continuer à vivre comme avant. Ensuite, s'ils échouent, à cause de votre action, vous allez dire qu'ils ont échoué. Monsieur Savadogo, ces actions, ces revendications ne sont pas contre la dynamique impulsée par le chef de l'État. Je voulais juste ajouter que, monsieur Papadnam, un pays, on ne peut pas gouverner un pays sans règles, sans loi. Il y a bien sûr des lois. La Constitution est encore en vigueur. Oui, vous n'avez pas fini. Oui, la Constitution est en vigueur. Il y a des règles de fonctionnement aussi en vigueur. Allez-y. Donc, toute action qui ne va pas en ligne droite avec ces règles de fonctionnement, on doit faire des restrictions. Même dans les pays qui ne sont pas en guerre, la liberté n'est pas totale. Il y a des restrictions à tous les niveaux. Nous sommes dans une dynamique, il faut qu'on parle tous les mêmes langages pour sortir de cette situation. Après, on va faire mener notre querelle à l'interne. Le cas que vous posez, c'est le cas de la revendication. Nous sommes d'accord. Nous allons aborder différents sujets. Ok, d'accord. Au fur et à mesure, oui, monsieur Ouedraogo, vous voulez réagir? Oui, bon. Si vous faites cas de la restriction relative... Un cas parmi tant d'autres. Non, oui, bon, toute restriction, si c'est pour sauver le pays, en tout cas, ça vaut la peine. Oui. Parce qu'en réalité, c'est ça. Parce que c'est la nation d'abord, ensuite les hommes. Monsieur Ouedraogo, est-ce que ces revendications, c'est un cas parmi tant d'autres, oui, comme on l'a dit, il faut que vous ciblez. Est-ce que ces revendications... Si vous me dites, par exemple, non, parce que je vous vois venir. Allez-y. Si vous parlez de la restriction relative à, comment on appelle ça, les syndicats, oui. C'est de ça que vous voulez parler. J'ai dit c'est un cas parmi tant d'autres. Non, il y a plusieurs restrictions. C'est ce cas isolé. Au niveau des médias également, il y a des restrictions. Non, prenons le cas isolé. Allons-y. Des syndicats. Personnellement, ça c'est mon point de vue personnel. Allez-y, allez-y. Quand les syndicats sont, comment on appelle, sont venus avec leur plateforme, si j'étais réellement le premier répondant du gouvernement, moi je les recevais. Qu'est-ce que vous voulez? Dites non, on a besoin de temps en temps, on veut que le sac de riz soit à 10 000 ou à 4 000 ou à 5 000. Laissez-moi terminer. Allez-y, allez-y. Je me dis, bon, ok, si c'est pour ça que vous êtes là. Ils diront non, c'est pas... Regardez les plateformes. Si c'est une plateforme, si dans la plateforme, ça va contre les intérêts du peuple, vous me suivez très bien. Je vous suis. On peut dire, mais vous aussi, soyez responsable. Mais si c'est pour rentrer dans une ligne directrice qui permette au peuple de gagner. On discute ensemble. Sinon, tel que j'ai entendu, il se trouve que l'année passée, les mêmes syndicats sont venus sur le terrain, mais on les a reçus. Oui. C'est ce qui a été fait. Oui. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, ce qui n'a pas marché, peut-être que soit, moi je ne suis pas dans comment on appelle ça, dans le dieu des... Dans le secret des dieux, mais oui. je me dis que certainement, peut-être qu'ils ont eu des... Le renseignement aussi est là. Peut-être qu'ils ont eu des renseignements, des informations qui, peut-être que leur meeting ou du moins leur marche serait déplacé. Ça, je ne sais pas. Mais si c'est pour dire non, écoutez, voilà notre liste là, nous voulons que désormais, le courant, qu'on ait ça régulièrement, nous voulons que tant de temps, le président dira, ou du moins celui, le président dira, si c'est pour ça, bon, voilà ce que vous faites, donnez-nous des propositions. Qu'est-ce que vous en dites? Discutez et on trouve les conclusions et puis ça arrange tout le monde en même temps. Dans la communication, on réussit toujours à s'entendre. C'est ça, je pense. Je voulais réagir parce que cette restriction par rapport au cas isolé dont faisait cas monsieur Ouedraogo, c'est que les syndicats même, dans le deadline, déjà le premier responsable de la commune de Ouagadougou est sorti du cadre. Parce que même dans le respect du report ou bien de l'annulation de leur marche, on n'a pas respecté les délais. C'est-à-dire, on les a laissés jusqu'au jour presse pour leur dire vous ne pouvez pas le faire. Déjà, ça vient de montrer que oui, on pourrait dire que le renseignement a peut-être
vu quelque chose ou bien dit quelque chose, comme disait M. Ouedraogo. Mais tout ça n'a pas de sens parce qu'il n'y a pas eu de communication, si c'est qu'elle peut dire le renseignement. La seule chose qu'on retient, et moi je pense que c'est un 2 poids, 2 mesures. Parce qu'il y a des personnes, même dernièrement, après même que cette marche-là a été annulée, il y a eu des personnes qui ont fait une marche jusqu'à l'ambassade des États-Unis. Oui, ça c'était hier. Vous convenez avec moi que, oui, ce n'est pas une belle image pour la transition qui se doit d'être rassemblante. Elle doit rassembler toutes les forces vives de la nation pour le bien-être de la nation. Monsieur Palme voudrait réagir. Rapidement, quelques secondes et nous passons au deuxième sujet. À mon avis, un pays qui traverse une telle situation, toute marche qui doit aller à l'encontre des intérêts de la nation doit être interdite. Quels sont les critères pour le savoir? Ça me fera plaisir. Oui, on va en venir. Et parce que le pays existe, que vous pouvez aller marcher pour aller revendiquer. Est-ce qu'ils peuvent aller marcher dans les pays, dans les régions qui sont en guerre où il y a des déplacés de guerre? Quoi qu'on dise, on n'a pas besoin de marcher pour aller donner une plateforme revendicative. Je pense que la mairie n'a pas refusé de recevoir. Il y a plusieurs moyens pour faire transmettre. Nous l'avons dit, le cas de l'UAS est un cas parmi tant d'autres. Voilà, nous pouvons parler d'autres situations. Rapidement. Moi, je dis, le gouvernement devait ouvrir le dialogue. Il devait laisser les syndicats marcher comme d'habitude. Depuis 60 ans, là, c'est ce qu'ils le font. Ils arrivent, ils remettent leur plateforme revendicative et ils reviennent à leur siège faire leur meeting. S'il y a débordement, c'est les organisateurs qui vont répondre. Bon, je n'en sais rien, peut-être que le gouvernement avait quelque chose en bas. Mais maintenant, je termine rapidement en vous disant, allez-y. Mais c'est pas Fadnam. Même dans un pays qui n'est pas en guerre, on n'est pas totalement libre. Vous ne pouvez pas libérer parce que vous êtes libre. Merci, merci monsieur Savadogo. Daouda, nous passons au deuxième sujet. Ensemble ici, il y a eu une sorte d'évaluation. Monsieur Palme a donné 8,5. Voilà, sur une échelle de 10 à la transition. C'est sûr également que les autres également ont leurs notes. Nous entendrons vos notes à la fin. Voilà, dans l'étape des recommandations et des solutions. Nous allons également entendre vos recommandations en termes d'évaluation. Le deuxième sujet, une proposition de loi portant sur convocation d'assises nationales devant déterminer la suite à donner à la transition, à la période de transition qui s'achève le 1er juillet. Voilà, a été adoptée le vendredi 27 avril par l'Assemblée législative de transition. La proposition a été votée à l'unanimité des députés au regard des nombreuses critiques, comme nous venons de le faire, des dénonciations également contre certaines pratiques de gestion de la transition par les organisations de la société civile et des organisations professionnelles de médias, notamment la restriction de la liberté, voilà, de la presse et des personnes. Quelles peuvent être ou quelles seront les nouvelles orientations et le contenu de la prochaine charte? Messieurs, déjà les assises nationales approchent. Déjà, rapidement, en quelques secondes, auriez-vous souhaité qu'il n'y ait pas d'assises? Mais personnellement, je pense que les assises sont normales. Et j'aurais souhaité effectivement qu'il y ait les assises bien avant aujourd'hui même. Parce que oui, il fut un moment, on traversait quelque chose où je pense avoir demandé que les assises qui ont permis au chef d'État d'être chef d'État et à l'Assemblée, en tout cas législative de transition, diète, devaient se réunir parce que cela devait être consulté. Donc pour moi, bien avant aujourd'hui même, il devait avoir cette consultation-là. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Et donc elle est acceptable. Monsieur Ouedraogo. D'accord. Sur ce même plateau, cette question m'a été posée par rapport aux assises du Mali. C'est cela. Si vous vous souvenez, j'ai dit non. Personnellement, on a donné un délai, ou du moins une durée de la transition. C'était pour contenter la CEDEAO en son temps. Non. Restons toujours dans cette dynamique. Non. Pour moi. Parce que quand il y a eu le coup, on disait non, les gens spéculaient par rapport, combien de temps ça va prendre. On dit non, il faut fixer pour que la CEDEAO ne soit pas trop dure avec nous. Vous êtes d'accord avec ça? Allez-y. Moi, je pense que c'était dans cette dynamique. Et j'ai dit au Mali, j'ai dit en son temps, on n'en avait pas besoin parce qu'on est actuellement avec l'AES.
Maintenant, revenons au cas du Mali, du Burkina. Voilà, parce que le Mali, pour le Mali, c'est passé comme une lettre à la poste. Une lettre à la poste. Donc, on s'est dit, bon, écoutez, formalisons. Bon, si c'est pour que ça apporte une valeur ajoutée, moi, je ne vois pas d'inconvénient à cela. Donc, sinon, normalement, on est dans l'AES, on n'est pas obligé de respecter les clauses de la CEDEAO quand on y était. Non, c'est ma vision de la chose. Monsieur Savadogo, on vous revient dans un court instant, monsieur Savadogo. Auriez-vous souhaité qu'il n'y ait pas d'assises? Moi, je dis qu'il faut des assises. Autrement dit, ou alors qu'on parte dans un régime purement dictatorial, là où le président n'a pas prêté serment. C'est sur la base d'assises que la transition s'est installée. Maintenant, ce que moi je propose, dans mon cœur, que le président de la République lève les restrictions sur les partis politiques, sur les sociétés civiles, afin qu'ils puissent tenir leurs activités, mais qu'on les conscientise. On ne veut pas de débordements. Ça, c'est parce que, qu'est-ce qui va se passer? Si vous voulez pour faire des assises, les politiciens ne viendront pas. Ils vont vous dire, tant que vous ne levez pas les restrictions par rapport à nos activités, nous ne viendrons pas. Ensuite, les OSC, les syndicats, les forces vives, certaines vont refuser de venir. Vous allez faire des assises esselées entre vous. Ça, ils vont appeler ça une dictature. Et ils vont rendre la tâche difficile. Et je dis, il faut des assises. Mais il faut desserrer un peu l'étau autour des politiciens, la société civile, en les mettant devant leurs responsabilités. Des mass meetings là où on dit non, le président n'a qu'à partir, c'est un putschiste, c'est un militaire, il faut qu'il parte, etc. C'est pas ça on veut. Ils tiennent leurs activités politiques en vue des prochaines élections. Là, il n'y a pas de problème. Sinon, si vous les appelez pour l'assise là, ils ne viendront pas. Ils vont poser des conditions. Monsieur Pab, je ne suis pas d'accord avec mon ami Savadogo. En période de guerre, pour moi, on ne doit pas mener la politique. On doit tous œuvrer dans le même sens pour lutter, pour booster l'ennemi hors du pays. Après, on va reprendre notre chose. Moi, les assises, c'était vraiment une décision de la communauté internationale à travers la CEDEAO pour donner une fin à la transition. Moi, je ne suis pas d'accord avec cet État. On ne peut pas faire un coup d'État et puis vouloir légitimer ce coup d'État. Un coup d'État, on vient, on a des objectifs. Si l'objectif est atteint, on arrête, on organise les élections. À l'heure où on est, est-ce que l'objectif de la transition a été atteint? Non. C'est bon, c'est bien de tenir l'assise parce que c'est une assise qui a donné les 2 ans de transition au chef d'État. Mais quand on tient cette assise, mais à mon avis, au niveau de cette assise, quand on dit que la transition ne prendra fin qu'avec la fin de la guerre. On ne peut pas revenir régulièrement en train de faire des assises. Quelle garantie avez-vous que, on va dire, la crise sécuritaire prendra fin dans un court délai, un moyen délai, un long terme également? Même si ça doit prendre 20 ans, même si ça doit prendre 20 ans, ça prendra 20 ans. La politique, les politiciens qui veulent venir au pouvoir, c'est à quelle fin? Ce qui est sur le pays est géré actuellement. Sur le plan économique, sur le plan de développement, quelque chose est en train d'être fait. Ils ont quoi contre tout ce que la transition est en train de faire? Parce qu'ils veulent venir aux affaires. Ils veulent venir aux affaires pour faire venir, et comment faire, les Occidentaux qui vont venir continuer à piller ce pays. Nous ne sommes pas dans cette logique, nous ne voulons pas. Nous ne voyons pas tout dans la logique de faire venir des Occidentaux. Il y a quand même des investisseurs africains. Il y a quand même des cerveaux en Afrique. On peut coopérer, voilà, avec d'autres pays africains. La coopération. Rapidement avec M. Savadogo. Je suis d'accord avec la vision de M. Pafana. Mais seulement là où je mets un bémol, si vous allez tenir des assises sans la présence de toutes les forces vives, il ne faudra pas tenir d'assises. Ça sera vraiment du théâtre. Et puis, tout ce que, après ces assises, tout ce que vous avez décidé là, ils vont être contre. D'ailleurs, même c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Maintenant, et là où je vais rebondir sur ce que mon frère Palm dit, vous dites aux politiciens, venez, on va vous permettre de reprendre encore vos activités, mais de manière restrictive. Il y a des garde-fous à ne pas traverser. Mais vos activités doivent rentrer exclusivement dans la dynamique, de la défense du pays.
Vous voyez, non? Je mets des activités pour encourager d'abord les FDS et permettre à l'État, par tous les moyens possibles, d'avoir de l'argent, parce que ces politiciens-là ont des partenaires qui peuvent aider le pays à avoir de l'argent. C'est cela. Voilà, c'est ce que je dis. Parce que si vous faites des assises sans eux, donc il ne fallait même pas faire d'assises. C'est comme à l'Assemblée nationale, vous avez 71 votants pour 71, oui. C'est ce qui va se passer. Monsieur Tall attend avec... Vraiment avec voilà. assez d'impatience la parole, parce parole. que il faut dire que M. Ouedraogo a dit quelque chose qui a été entérimé également par M. Palm. Concernant les assises nationales, oui, quand on parle des assises nationales au Burkina Faso, il faut enlever que c'était sous la CEDEAO. Parce qu'après, effectivement, on a quitté la CEDEAO. Si on pensait que c'était sous la CEDEAO, on n'avait qu'à tenir un point de presse pour expliquer au peuple qu'aujourd'hui, on a quitté la CEDEAO. Donc, on n'est pas tenu par ça. Juste si on a pu le faire, voilà, juste au lendemain, si on a pu le faire, on assume aujourd'hui que oui, ce n'est pas par rapport à la CEDEAO qu'on a eu ce deadline-là. Et aujourd'hui, on a obligation de s'asseoir. Et moi, j'ai une revendication, effectivement, par rapport à ces assises-là. C'est vrai, il faut lever, on va dire, cette restriction aux partis politiques pour que toutes les forces vives de la nation puissent participer. Aujourd'hui, moi, mon objectif derrière ces assises-là, c'est qu'on nous sorte, on ait une vision pour le Burkina dans toute sa forme. Et qu'après, oui, nous savons que la transition est là pour gérer, mais que la vision du Burkina dans toute sa forme soit connue par tous. Et même si après la transition, on a des dirigeants politiques qui viennent au pouvoir, ils puissent s'inscrire dans cette vision de développement pour le Burkina Faso. Moi, ce serait seulement à ce prix-là que oui, je vais soutenir les résultats de ces assises-là. Merci. Monsieur Ouedraogo, oui. Avec les restrictions qui ont cours actuellement, nous sommes à quelques semaines, on va dire de la date butoir, du délai qui a été accordé à la transition, avec ces restrictions auxquelles nous assistons. Nous ne sommes pas sûrs, comme M. Sawadro vient de le dire, nous ne sommes pas sûrs d'avoir tous les acteurs, toutes les parties prenantes lors de ces assises-là. Est-ce que cela ne va pas fausser un peu les calculs ou on va dire les résultats de ces assises-là? Est-ce qu'il ne faut pas que l'État lève un peu le pied pour que ces assises-là soient plus inclusives? Bon, vous voyez, on est dans un système souvent, je ne dirais pas un peu complexe, parce que tantôt on dit démocratie, tantôt on dit révolution. Suivez-moi très bien. Allons-y. Voilà. À un moment donné, on veut appliquer certains textes, tout en restant confronté à notre objectif que nous devons atteindre coûte que coûte. C'est-à-dire libérer le territoire. Guerre, oui, parce que même quand vous parlez, on parle des textes, et surtout, on parle des partis politiques en disant non, il faut les convoquer pour les assises. Moi, si j'étais réellement aux affaires, moi je n'avais pas parlé d'assises. Parce que, non, parce que nous sommes focus guerre. Nous sommes dans l'insécurité. Tout le peuple doit aller ensemble pour qu'on puisse libérer le pays. Mais qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui a manqué à la transition? Qu'est-ce qui a manqué véritablement pour qu'il y ait ce délai, délai dans la recherche de l'objectif ultime? Pour le moment, oui. La recherche de l'objectif ultime qui est la fin de la guerre, la lutte contre le terrorisme là. Vous avez suivi le président du Faso. Vous pensez bien sûr que nous avons des ennemis internes et externes. Bien sûr. Qu'est-ce que l'externe est en train de faire? La guerre dans la communication. Vous savez qu'elle est très dangereuse. Oui, ça nous le savons. Ça, c'est un. Les relations au niveau international. Bien sûr. On est en train de nous... En fait, qu'est-ce qui se passe? Le Burkina, c'est comme tout le monde a le regard dirigé vers le Burkina. Il faut tout faire pour l'asphyxier. C'est dans cette dynamique-là que le président a dit non, écoutez, nous devons nous attendre à une autre guerre. Vous me suivez très bien. Je vous suis. Pendant ce temps, on dit non, il faut respecter la forme interne en respectant certains textes, certaines règles. Pour faire quoi? Pour être juste ou quoi? Monsieur Ouedraogo, la question que je vous ai posée, oui? Qu'est-ce qui a manqué à la transition pour lever le délai qui a été accordé pour la recherche de l'objectif ultime, qui est la libération du territoire? Qu'est-ce qui a manqué véritablement? Non, jusqu'à présent, on est dans la dynamique. Dans votre argumentation, il y a quelque chose qui a manqué, véritablement.
par rapport aux objectifs que nous sommes en train de vouloir atteindre. Bien sûr. Je pense que c'est parce que, oui, le pays ne peut pas avoir qu'un seul objectif. Dans le fonctionnement d'une nation, c'est tout qui va ensemble. Ce n'est pas parce qu'on est confronté à une situation qu'on abandonne le reste pour se consacrer qu'à ça. On réduit l'action dans les autres, mais tout part ensemble. Mais si c'est parce que oui, je pense que oui, à un moment donné, on a fait fi des autres points pour se consacrer sinon qu'à la guerre. Et aujourd'hui, les autres sont devenus une autre guerre à reconsidérer. Monsieur Palme, oui, allez-y, vous. Moi, je ne vois pas un aspect du pays qui a été abandonné au profit de la guerre. Au début de la guerre, oui. Mais à un moment donné, nos dirigeants se sont rendus compte que tout doit aller ensemble. On ne peut pas faire la guerre uniquement. J'ai posé la question à M. Ouédraogo. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que l'objectif soit atteint? On a des ennemis en face qui adaptent aussi leur stratégie en fonction de notre stratégie. On a des ennemis. La question, c'est la question. Je reprends la question. Oui. Qu'est-ce qui a manqué à la transition pour lever le délai? Le deadline. Le délai. Parce que le délai, c'est là que se pose véritablement le problème. Les assises. Oui. Le délai de quoi? Le délai de la transition. Oui. C'est le 1er juillet, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce qui a manqué à la transition? Parce que M. Ouédraogo le disait, nous étions dans la CEDEAO, n'est-ce pas? Pour qu'il y ait véritablement un délai accordé. Oui. Maintenant, tout à l'heure, M. Tal l'a dit, du moment où le Burkina Faso quitte la CEDEAO, vous pouvez logiquement dire que vous levez tout, n'est-ce pas? Pour aller dans la recherche ultime de l'objectif qui est la libération du pays. Rien n'est dit que dans cette assise, ce n'est pas ce qui sera fait. Qu'est-ce que vous en savez? Il est peut-être dans le secret de Dieu. Allez-y. Oui, dans un pays qui est en guerre, on doit gouverner par ordonnance. Cette histoire de démocratie, les gens sont en train de mourir au front. Il y a combien de déplacés de guerre? Il y a combien de villages qui sont abandonnés? Prenez la voie de Bobo pour aller à Dédrou, pour aller à Tougan. Vous allez voir quelle vie, les villages qui étaient habités. Ces villages-là, il n'y a plus de vie. Aujourd'hui, nous sommes à Ouagadougou, nous sommes à Bobo. On se lève, on mange, on se lève, on boit, on s'occupe de notre famille. Il y a des gens qui n'ont pas droit à ça. Tous les jours que Dieu fait, ils frôlent la mort. Nous sommes en ville. Ce qui nous intéresse, c'est la démocratie. Vous pensez que les pays qui sont développés là, c'est dans la démocratie qu'ils se sont développés? C'est dans la dictature qu'ils se sont développés. Même si on ne parle pas de démocratie, on parlera quand même. Oui, c'est un autre aspect. Toutes les forces vives. On est d'accord qu'il faut convoquer toutes les forces vives. On n'a pas dit qu'on ne va pas convoquer une force vive. Mais les forces vives qui ne veulent pas venir s'asseoir à la table de discussion pour donner leur avis, qui veulent jouer à la politique de la chaise vie, nous, on va la transition va continuer. Ce n'est pas ça qui va venir mettre fin aux objectifs de la transition. En Afrique, comme on le dit, sous l'arbre à palabres, il faut appeler tous les villageois. Oui, ils seront tous appelés. Celui qui ne vient pas maintenant, on ne va pas forcer quelqu'un à venir s'asseoir sur la table pour discuter. Nous sommes d'accord? Bien sûr. Okay. Monsieur Sawadogo, vous voulez donc, je réagis rapidement, comme on est à la fin de ce volet-là. Allons-y rapidement. Je voudrais dire que l'objectif de la transition, c'était de libérer le territoire du joug terroriste. C'est cela. Mais il ne peut pas venir et puis balayer tous les autres pans de l'activité, l'économie, l'agriculture. Et il s'y prend très bien dans ces volets. Agriculture, élevage, usine, toute l'économie, c'est bon. C'est bon. On a abandonné. À l'heure, la tête, on a abandonné. Les gens qui n'ont pas de financement extérieur, c'est déjà bien. Mais maintenant, M. Pafadna, allez-y. Un pays pendant 7 ans, dont l'armée a été émasculée. Il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas d'appui aérien, il n'y a pas de drone, il n'y avait pas d'hélicoptère, il n'y avait pas d'avion de combat. On était obligé de demander à certains pays d'aller prendre nos soldats blessés. Ils envahissaient les camps comme ça. La transition est venue trouver un pays à genoux devant les terroristes, sans armes, sans équipement. Vous me comprenez? C'est cela. Ça, les terroristes ont pris 7 ans pour s'installer au Burkina Faso. 7 longues années. Ils ont pris toutes les provinces, les routes. Ils sont là-bas depuis plus de 7 ans. Ce n'est pas en 2 ans qu'on va éradiquer ça. Pour récupérer un village, s'il y a 100 terroristes, il faut 2000 ou 5000 soldats pour les faire partir. Donc, il y avait 65% du territoire qui avait été pris par les terroristes. Cette transition est venue pour nous libérer. 7 ans que les terroristes ont pris le Burkina.
On était sous-équipés, les camps militaires étaient débordés. Vous croyez qu'en un an, il peut terminer? Monsieur Savadogo, juste une question à M. Talpe. C'est un processus. Est-ce que M. Talpe me dit quels sont les volets, à son avis, qui ont été abandonnés au profit de la guerre? Je veux juste savoir. On va y revenir, on va y revenir tout à l'heure, mais encore, je reviens sur la question qui a été posée à mes chroniqueurs. Dans le cadre de la transition malienne, le sujet a été traité ici, M. Ouedraogo l'a dit, le dialogue intermalien est passé comme une lettre à la poste, et M. Ouedraogo aurait souhaité la même chose ici au Burkina Faso. La question que moi je vous ai posée, il a dit que le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont retirés de la CEDEAO, n'est-ce pas? Et M. Tall a dit, le jour où ces trois pays ont annoncé conjointement leur retrait de la CEDEAO, ils devaient en même temps suivre quoi? Un communiqué pour dire également que le deadline accordé à nos différentes transitions également sont levés. Là au moins, la logique dans laquelle vous êtes aurait été comprise. Bien sûr. Pour dire qu'il y a un objectif ultime à atteindre, la libération des territoires, et là les transitions seraient libres. Et s'il y a une communication, la question ne peut même pas être posée. Si il y a une question, la question ne peut pas être posée. Monsieur, pourquoi? Oui, les populations également ont des aspirations, il faut les écouter. Non, quelle population? Vous pouvez parler des politiques. Vous faites pas Quand vous de la parlez, population. non, j'en viens. Quand vous voulez parler de choses, comment on appelle ça, le délai de la transition. Qui parle à l'heure actuelle du délai de la durée de la transition? C'est les politiciens. La transition elle-même. Parce que les politiciens attendent. À mon avis, ce sont les assises qui ont donné les 2 ans à la transition. Si on doit mettre fin à ces 2 ans-là, c'est les assises aussi qui doivent donner. C'est au niveau des assises qu'on doit prendre cette décision. Moi, je pense qu'il faut qu'on attende voir les résultats de la transition avant de se prononcer. C'est ça, on a demandé des assises. Au Niger, est-ce qu'il y a eu, le président a prêté serment? Non. Au Niger, est-ce qu'il y a eu des assises? Non. C'est ce que nos chefs, nos 2 États-là devaient faire dès le début. Ils ont raté le coche. On ne peut pas faire un coup d'État, vouloir légitimer ce coup d'État. Est-ce qu'on se comprend? Monsieur Savadogo, rappelez rapidement votre réaction. C'est moi qui ai la parole. Rapidement. Donc je dis, les assises là, si on doit les tenir sans que ces gens-là viennent, ce n'est pas la peine. Parce que ça sera creux. Ou alors, on prolonge comme ça seulement. Maintenant, je voudrais répondre à votre question. Allons-y. Monsieur Pafarna, nous ne sommes plus tenus par les règles de la CEDEAO. Nos assises, on les fait quand on veut, comme on veut, et on décide. C'est devenu. On n'est plus dans la CEDEAO, c'est fini là. Monsieur Savadogo, c'est ce que monsieur, je veux dire, c'est ce que monsieur Palm disait. Il y a eu le timing qui a manqué, voilà, pour annoncer, voilà, ces choses-là. Donc il faut le reconnaître, il y a eu un timing qui n'est pas venu. Voilà. C'est également pas la CEDEAO qui nous demande d'aller aux assises. Non. Mais c'est nous-mêmes qui avons pris conscience du fait que oui, notre deadline, c'est le 1er juillet. Et nous savons que si nous restons jusqu'à atteindre le 1er juillet, on va vivre ce qu'on a vécu au Mali. Parce que ça crée automatiquement un vide qu'il faut combler. Et moi, je remercie véritablement aujourd'hui nos autorités qui ont eu l'air anticipateur, même s'il est en retard. Encore que pour moi, tout le monde soit de bonne foi. Pour moi, c'est ça. Pour que tout le monde soit de bonne foi, vous avez dit quelque chose. Vous avez dit quelque chose d'assez intéressant. Il faille qu'il lève ces restrictions-là pour que toutes les forces vives puissent participer. Et moi, mon objectif, c'est que... Merci. Ces restrictions pour la suspension des activités. Merci, chers chroniqueurs. On va passer au 3e sujet. On va passer au 3e sujet à présent. C'est pas possible. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le chef de l'État, lors des premières assises en octobre 2022, il s'est fait représenter. Et à travers le message qu'il a transmis à son représentant, le chef de l'État a insisté sur le caractère inclusif des assises. Le chef de l'État a insisté sur le caractère inclusif afin que toutes les parties prenantes soient à la table des discussions, afin que les résultats, la charte qui sortira des prochaines assises, soit une charte inclusive avec les avis et les contributions de tous les Burkinabés. Et nous sommes sûrs que cette charte-là sera véritablement colorée avec les avis et les aspirations de tous les Burkinabés. Nous le souhaitons. Voilà, nous passons à présent au 3e sujet de cette émission. Nous parlons à présent de l'interdiction de la marche pour les centrales syndicales au Burkina Faso à l'occasion de la journée internationale célébrée le 1er mai dernier. Suivons ensemble cet élément réalisé par la rédaction et puis nous revenons sur ce plateau.
Comme il est de coutume, l'unité d'action syndicale UAS a célébré ce 1er mai la journée internationale du travail. Et c'est à la Bourse du travail de Ouagadougou que les syndicats se sont donné rendez-vous. L'UAS, composée des centrales syndicales et autonomes, se sont retrouvés à la Bourse du travail pour commémorer la fête du travail. Au cours de cette célébration, les syndicats ont dénoncé la vie chère et appellent au respect des libertés démocratiques et syndicales. Et dans sa plateforme revendicative, 48 points y figurent regroupant les préoccupations essentielles des travailleurs. Ce que nous apportons comme contribution, c'est pour que les travailleurs de ce pays vivent mieux et que ceux qui viennent après nous vivent encore mieux. Que le terrorisme soit mieux combattu. Nos ennemis sont les terroristes. Et c'est ce que nous avons rappelé ce 1er mai. C'est pour un bien-être des travailleurs burkinabés et du peuple burkinabé. Et c'est pour cela que nous célébrons ce 1er mai en hommage à ceux qui se sont battus pour les 8 heures de travail. C'était aussi pour le bien-être des travailleurs et de leur peuple. Dans la plateforme revendicative de l'UAS, on peut lire l'arrêt des tracasseries des travailleurs officiant dans les zones à fort défi sécuritaire, le départ de toutes les forces étrangères du territoire national, la libération de toutes les personnes détenues arbitrairement, annulation du licenciement du secrétaire général de la CGTB, etc. La plateforme revendicative, lue à l'occasion, se penche non seulement sur les droits des travailleurs, mais aussi sur la question de la reconquête du territoire national. Notons que l'autorisation pour la marche-meeting pour la remise du cahier de doléances au gouvernement a été interdite par ce dernier, évoquant le communiqué du MPSR2 du 30 septembre 2022 qui interdit les activités des partis politiques et des OSC. Chers chroniqueurs, nous venons à l'instant de suivre cet élément avec la voix de Angelina Wibga. Alors, analyse. Monsieur Ouedraogo. Oui. Bon, j'avais déjà abordé le sujet à un moment donné. C'est cela. Mais moi, je me dis que pour une marche donnée, il y a toute une procédure à suivre. Je suppose quand même que avant de marcher, il y a un délai qu'il faut observer et puis l'administration répond. C'est en cela que je pense. Maintenant, je reviens toujours sur la question de l'interdiction. J'ai dit, si c'était moi, Ismaël, j'allais les recevoir. Prendre par le fond, regarder ensemble, leur poser des questions. Est-ce que vous pensez que par rapport à la liste que vous avez émise là, on peut régler ce problème? Si c'est les Burkinabés, non. Ils diront clairement. Donc, en échangeant, on peut trouver toujours des solutions. Sinon, d'une manière... et même je suis revenu là-dessus en disant, pour l'année passée, on les a permis de marcher. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui empêche quand même qu'on les permette de marcher cette année? Parce qu'au niveau international, les gens croiront que non, en réalité, voici encore une certaine restriction. Et pour moi, ça ne valait pas la peine. En toute honnêteté. Maintenant, comme je le dis, je ne suis pas dans les dieux de pouvoir pour comprendre que peut-être que le renseignement, ou du moins, ils ont eu des informations, peut-être qu'il y a des infiltrés, je ne sais pas, qui, sinon, si vous prenez le président de la délégation spéciale, là, il ne peut pas, par exemple, avant même de prendre cette décision, c'est-à-dire qu'il sait, comment on appelle ça, il s'est référé par rapport à sa hiérarchie. Et la hiérarchie a dû lui dire non, effectivement, il faut vite interdire la marche. Si c'est dans ce sens-là, si c'est pour le bien de la nation, moi je pense que c'est normal. Voilà. Sinon, en dehors de ça, si c'est juste parce que le fond est contre la nation, moi je pense que je ne pense pas que le contenu de la plateforme revendicative... Pour moi, en tout cas, tel que j'ai écouté en tout cas, le fond est beaucoup plus pour l'intérêt du peuple. Pour l'intérêt du peuple. Voilà. Monsieur Tal, analyse. Ben, il faut dire comme M. Ouedraogo, alors il faut dire que personnellement, en termes d'interdiction, je pense qu'elle a été une de trop. Elle a été une de trop. Je me dis également que oui, c'est vrai que nous pouvons être dans une méfiance parce que oui, le pays est sous joug du terrorisme. C'est cela. Et oui, il faut être sous une méfiance, mais on pouvait au moins, en tout cas également, les encadrer. C'est cela. On pouvait les encadrer et permettre, parce qu'il faut que ce peuple-là ait une lueur de tranquillité. Donc, il ne serait-ce que penser
à cette tranquillité-là, au vu de tout ce que nous traversons, ça change un peu l'aura et donc ça donne des nouvelles compréhensions et tout ça. Et donc venir véritablement l'interdire comme ça, bon, ça a été chose déjà faite, sans respecter même le délai même idoine. Ben, tout ça démontre que oui, nos gouvernants, je ne veux pas créer à partir de ce que je vais dire des doutes en ce qui concerne leur bonne gestion, mais quand même, ils ont encore de l'effort à fournir par rapport au bon vivre ensemble et à la conjugaison de toutes les forces vives pour le bien-être de la rapidement, l'analyse de M. Savodogo, rapidement. Rapidement, moi, j'insiste toujours, je demande à ce que le gouvernement ouvre le dialogue, une ouverture avec les associations, ainsi que les politiciens. Je termine rapidement en disant que si j'étais à la place du gouvernement, je les encadre, font leur marche, ils viennent jusqu'à quitte la bourse du travail, ils arrivent jusqu'à leur ministère, et reviennent remettre leur plateforme revendicative. Et maintenant, j'ouvre le débat, le dialogue en leur disant notre objectif, c'est la libération du pays. Notre objectif, ce ne sont pas les revendications à n'en pas finir, parce que nous sommes en guerre. Mais je constate que le monde syndical aujourd'hui est vent debout contre la transition. Maintenant, je termine rapidement. Allez-y, rapidement. Là où je n'ai pas compris les syndicats aussi, parce que d'autres associations ne peuvent pas marcher, et les syndicats et autres ne peuvent pas marcher, ça c'est pas normal. Mais la dernière sortie avec le SG, Moussa Diallo, j'ai vu des OSC, d'autres le but dans le récépissé, ce n'est pas la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs. C'est des associations purement politiques. Mais qui ont marché quand même. Non, non, qui se sont joués à eux. À leur meeting, on a vu. Moi, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qu'ils font là-bas. Donc, finalement, moi, je me dis, je crois que le gouvernement et eux doivent s'entendre. Mais je me dis quand même que vraiment, il faut que le dialogue reprenne. Quoi. Il faut que le dialogue reprenne. Monsieur Palme, rapidement. Pour moi, toutes les décisions prises par les autorités sont dans l'intérêt du pays. Alors, je ne pense pas un seul instant. Alors, comment vous expliquez, cette restriction? J'en viens. Je ne pense pas un seul instant qu'ils vont prendre des décisions qui vont aller en défaveur des intérêts du pays. Et si ce sont les terroristes, nos ennemis, pourquoi organiser des marches alors qu'on sait que la lutte contre le terrorisme est en train vraiment d'avancer à bons pas? Pourquoi organiser des marches qui nécessitent la mobilisation des forces de l'ordre à un moment donné où on a besoin de toutes les forces pour combattre, pour sécuriser le pays? En marge de ça, vous allez organiser les marches où on est obligé de mobiliser les forces de l'ordre, où on est obligé de prendre certaines mesures. Pour moi, on n'a pas besoin de marcher pour remettre une plateforme revendicative. Il y a plusieurs moyens où on peut passer pour remettre ces plateformes revendicatives. C'est parce que je n'ai pas fini. C'est parce que vous êtes en paix à Ouagadougou, à Bobo, que vous allez au travail. Les jours où les terroristes vont rentrer à Ouagadougou, à Bobo, là, personne ne pourra aller au travail. Vous allez revendiquer quoi en ce moment? Non, il faut qu'on ait raison garder. Si moi j'étais le SG de ces syndicats, je vais dire les amis, cette année, est-ce qu'on peut sursoir à la marche compte tenu de la situation sécuritaire du pays? Après, quand on va finir avec les terroristes, nous allons reprendre nos marches sans difficulté. Monsieur Palme, nous avons écouté tout à l'heure la contribution pour un Burkina Faso meilleur, le bien-être des Burkinabés, la reconquête du territoire, droit des travailleurs. Il y avait quand même nécessité de recevoir, on va dire, les premiers responsables de l'union syndicale, de l'union d'action syndicale, pour recevoir au moins cette plateforme, pour au moins parcourir. Je vous ai compris. Oui. Non, vous ne m'avez pas compris. Moi, je n'ai jamais demandé de ne pas recevoir cette plateforme. Pour moi, est-ce qu'il faut forcément organiser une marche pour aller remettre cette plateforme revendicative? On sait bien qu'il y a des choses intéressantes dans cette plateforme. Mais on n'a pas forcément mais si vous permettez, non, la marche là, c'est marcher à les donner. Si vous permettez, marcher, il peut y avoir des débordements dans une marche. Si vous permettez. On ne sait pas quels sont ceux qui seront dans la marche. Il peut y avoir des personnes, par exemple, non, marcher là, c'est comment? C'est marcher, aller doucement, aller donner devant. Mais une marche, il peut y avoir un débordement dans une marche, non bien.
Il peut y avoir des personnes qui sont introduites, oui, on est d'accord. Monsieur Tal voulait Non, réagir. pour moi, les autorisations d'information que nous, citoyens lambda, on n'a pas. Nous n'avons pas. Oui, c'est pour cette raison qu'ils ont interdit la marche. Sinon, l'année passée, je pense qu'ils ont marché normalement. Si cette année, on a interdit, il faut qu'on cherche à savoir pourquoi vous savez, ça a été interdit. Monsieur Pam doit être très bien informé. Vous savez, moi, où j'ai véritablement un problème avec cette annulation, c'est que ils ont déposé leur demande de marche dans un délai convenable. On ne leur dit pas automatiquement que ça ne peut pas se faire. Je crois que c'est la veille de la marche que le premier responsable... Non. Il y a des changements de courrier. Vous savez, que tu n'es pas en copie de ce courrier, mais ne dis pas que c'est la veille, on les a interdits. Non, tu as la raison. Vous savez, il y a eu un communiqué. Cette fois, il a raison. Il y a eu un communiqué où ils ont dit, c'est la veille qu'ils ont reçu l'interdiction. Donc, pour quelque chose d'organisé, respectant un délai de demande, même quand on me dise qu'il n'y a pas de problème, à partir de l'interdiction là, on me demande qu'il y a un problème parce que l'interdiction ne prend pas en compte le respect d'un délai organisationnel. On leur fait la force. Maintenant, quand M. Pal met en avant le fait que vous êtes à l'aise à Ouagadougou, c'est pourquoi vous parlez comme ceci, vous parlez comme cela. Vous savez, la gestion d'un pays s'inscrit dans une vision. À Ouagadougou, on vit le problème d'électricité. On vit le manque d'eau. La nourriture, les denrées de première nécessité, les prix ont flambé. Ça, c'est des pures réalités. Et quand on dirige dans la vision, ces aspects d'ordre social là, sont attraqués comme le terrorisme. Mais nous sommes privilégiés par rapport à ceux qui ont fui les villages. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Vous parlez... Parce qu'on a l'électricité. Vous savez, la gestion d'un pays ne gère pas un pays qui veut. Hein. Ne gère pas un pays qui veut. Nous sommes d'accord. Voilà. Oui. C'est vrai, le Burkina traverse le problème terroriste. Nous tous, nous luttons contre le terrorisme. Mais en même temps, la vie de la nation ne doit pas en pâtir pour la lutte contre le terrorisme. Juste une question, excusez-moi, juste une question. Il a posé le cas de l'électricité, de l'inflation. Dites-moi, la Sonabel est une société. Quelle est la responsabilité de la transition dans la situation que traverse actuellement la Sonabel? C'est un problème qui date de longtemps. Non, c'est des problèmes qui datent de longtemps que la transition est venue trouver. Vous n'allez pas demander à la transition de changer les machines. Le problème qu'il a posé, il a dit que les machines sont vieilles. C'est la transition qui va venir cette année pour changer ces machines. Non, pas d'accord. L'inflation n'est pas propre au convenir. Vous convenez, c'est un problème dont nous avons déjà débattu. On a débattu de ça. La gestion d'un État se fait dans la continuité. On est d'accord. Nous sommes d'accord sur ce point-là. Donc ne dites pas aujourd'hui que le problème de la Sonabel date de depuis longtemps. Il y a des problèmes qui sont là. Qui n'ont pas trouvé solution. La transition a résolu ces problèmes-là. Alors, le cas de la Sonabel n'est pas un cas écarté. Non, pas du tout. Restons dans cette logique-là. Ce n'est pas par magie qu'ils vont régler. Non, pas par magie. Nous savons déjà. Moi, j'ai dans la dynamique de chercher des solutions. Mais ne demandez pas de trouver une solution immédiatement à un problème qui date de non, mais n'écartez pas le problème de la Sonabel. N'écartez pas le problème de la Sonabel. Donc, rapidement, nous allons aller avec le quatrième sujet. Le temps est en train de courir contre nous. Nous allons rapidement aborder également le quatrième sujet de cette émission. Le Conseil supérieur de la communication a décidé de la suspension des sites, de l'accès aux sites de TV5 Monde, de la Deutsche Welle, Ouest France, Le Monde.fr, APA News, The Guardian, Agence Ecofin, à partir du territoire burkinabé. Nous rappelons qu'en plus de, bien avant ces médias, il y a la radio américaine et la radio britannique BBC et Voice of America qui ont été suspendus également pour 2 semaines en plus. Voilà le site de Human Rights Watch également, du fait de la publication d'un article mettant en cause les forces de défense et de sécurité burkinabé qui auraient exécuté au moins 223 civils, dont 56 enfants, dans 2 villages le 25 février dernier. Alors, qu'est-ce qu'on reproche véritablement, je vais dire, à cette transition? Les médias
Et pour la plupart, ce sont des médias étrangers. Alors, qu'est-ce qu'on reproche véritablement? Est-ce qu'il y a véritablement une communication sur laquelle, voilà, on va dire, on passe véritablement la serviette? Ou est-ce qu'il y a une communication véritablement? Qu'est-ce qu'on reproche véritablement à la transition? Qu'est-ce que ces médias la reprochent véritablement à notre transition? Pardon, à la transition, qu'est-ce que la transition reproche? burkinabé, pardon. Monsieur Pafadna, c'est tout. C'était un projet de mise à genoux de Burkina Faso. Je vais vous dire pourquoi. C'est 8 médias qui ont été suspendus. Non, qui ont été suspendus. Oui, c'est cela. Et VOA et BBC ont été temporairement suspendus pour 2 semaines. 2 semaines, oui. Ok. Je suis parfaitement d'accord. Human Rights Watch. Voici les termes qu'il utilise. Il dit... Allez-y rapidement. Voilà, il dit... L'armée burkinabé mène une guerre contre des islamistes. Il dit, dans ces termes, force insurgée, parlant des terroristes. Il ne dit pas terroristes, il dit force insurgée, combattants islamiques, djihadistes, groupe armé non étatique. Groupe armé non étatique, ça c'est un burkinabé qui a ce langage-là. Il appelle les terroristes groupe armé non étatique et il appelle notre armée groupe armé étatique. Voici les choses, les qualificatifs que Human Rights Watch donne aux terroristes. Il les donne ce qualificatif pour justifier leur action, pour dire que c'est tout à fait normal. C'est des djihadistes, ils mènent leur guerre sainte, c'est des insurgés, c'est des Burkinabés qui sont révoltés contre des Burkinabés. Monsieur Pafadna, lorsque le World Trade Center a été tapé là, Human Rights Watch n'a pas dit que ceux qui ont fait ça sont des insurgés. Lorsque le Bataclan a été attaqué en France, oui. Et puis le Charlie Hebdo, oui. On n'a jamais dit de résistant, on n'a jamais dit résistant armé ou bien groupe armé. Monsieur Sawadou, restons dans le cadre de notre question. Qu'est-ce que ces médias reprochent véritablement à la communication gouvernementale de la transition? Mais c'est pour nous abattre là. Human Rights Watch, il fait du 2 poids, 8 mesures. Je m'explique. Allez-y rapidement. Ceux qui ont attaqué le Bataclan étaient des Français. C'était des Français, hein, de souche. Ils n'ont jamais dit qu'eux sont résistants. Je termine rapidement. Les étudiants américains, européens qui manifestent dans les universités pour dire d'arrêter la guerre. Là. On les attrape, on les apporte, c'est pas la liberté d'expression qu'on bloque là-bas. Et c'est au Burkina Faso ici qu'on vient nous dire non, il faut laisser. Ensuite, je termine. Et tous les gros médias russes là, ont été fermés dans tous les pays occidentaux. Ils ne parlent pas de ça et on nous dit que nous n'avons pas le droit de faire chose. Merci. Voilà. Oui, M. Palme voulait réagir rapidement. Ce qui reproche à la transition, en fait, ils n'ont pas digéré le fait qu'un jeune chef d'État vient pour essayer de mettre à mal les dominations qui datent depuis des siècles dans ce pays. Ces médias de propagande, vous êtes sans ignorer que ces médias-là investissent des milliards pour être écoutés. Ce n'est pas pour les beaux yeux des Africains. Et pour les intérêts des Occidentaux. On ne peut pas permettre des étrangers venir mettre des troubles dans notre lutte. Depuis que la lutte a commencé, personne ne nous a aidés. Nous sommes en train de lutter par notre propre moyen. On ne peut pas. Vous pensez qu'un média burkinabé peut aller aux États-Unis ou en Angleterre, aller faire véhiculer certaines informations qui vont à l'encontre des intérêts de ces pays? Dites-moi, l'enquête de l'Human Rights Watch, ils n'ont jamais mis pied au Burkina Faso. Ils ont dit qu'ils ont échangé au téléphone avec des témoins. Ces témoins-là sont qui? Est-ce qu'ils ont des preuves vidéo qui montrent des militaires burkinabés en train de faire ces exactions? Nous sommes sans ignorer que nos tenues sont fabriquées en France. Nous sommes sans ignorer que notre monnaie est fabriquée en France. Ces ennemis qu'on a cherchés de chez nous, ils sont capables, donnez-moi 2 minutes, ils sont capables, pour mettre en marche cette transition, d'aller armer ces terroristes. N'importe qui peut porter les tenues militaires aujourd'hui. Moi, je veux des preuves vidéo, à l'image des preuves que le Mali avait sur l'armée française, qu'elle a voulu montrer à l'ONU qu'ils ont tout fait pour neutraliser cet état de fait. C'est que moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que ces gens-là viennent et nuire à la dynamique que nous sommes en train de prendre. Donc pour moi, les suspendre 2 semaines, non.
ce n'est pas suffisant qu'on les suspende à vie. On a des journalistes aujourd'hui qui peuvent aller à l'information pour nous véhiculer l'information. Merci, M. Palme. Monsieur Ouedraogo, rapidement. Alors, ici, est-ce que cela ne justifie pas un peu les failles, ou on va dire la faiblesse de la communication gouvernementale de la transition burkinabé? Non. Au contraire, même, c'est une responsabilité. C'est pour dire que le gouvernement est très préoccupé par rapport à ces médias qui veulent salir la lutte. Mais il y a déjà une faille par laquelle cet article est déjà entré. Qu'est-ce que vous appelez faille? Quelle faille? Parce que pour moi, vous faites allusion aux médias qui ont été suspendus. C'est cela. C'est ça? Vous pensez quand même qu'à l'heure actuelle, il serait quand même loisible pour un gouvernement responsable de se laisser embrigader par des médias qui ne cherchent qu'à salir son image. Et moi, je voudrais aller plus loin. Allez-y. En dehors des médias, il va falloir que le Conseil supérieur de la communication recrute des experts. Des experts attitrés par rapport à Facebook, vous me suivez très bien, par rapport à TikTok, pour que ceux-là qui sont à l'extérieur, qui véhiculent des messages contre le Burkina, qu'on arrive à les cerner. C'est pour cela que je parle, bien sûr, il faut les cerner. De failles et puis de faiblesses également de la communication gouvernementale. Oui, mais c'est un coup. Oui. Vous savez, un expert, ça demande réellement quand même une certaine compétence. Et une compétence, c'est la valeur, c'est de l'argent. Sinon, normalement, le Conseil supérieur de la communication devait recruter des experts attitrés. Je dirais même des administrateurs réseau pour suivre tout ce qui rentre au Burkina en matière de communication. TikTok, que tu veux, Facebook, pour qu'on puisse quand même gagner en matière de la communication par rapport à cette lutte. Monsieur Tal, allez-y rapidement. Il faut dire que face à cette situation, moi je relève deux situations. La première situation, c'est simplement inverser votre question à ce qui concerne qu'est-ce que nos dirigeants, en tout cas, peuvent reprocher à ces médias-là. Parce que oui, quand on peut faire une communication accablant tout un gouvernement et l'armée d'un pays qui est en guerre et que à la fin du rapport, il y a un supposé faisant entendre que les enquêtes sont en cours, ça sous-entend que notre dossier est biaisé. Il est biaisé alors que nous l'avons brandi comme affirmatif. Du fait que oui, il y a eu ces exactions-là. Alors que dans le même document, une parenthèse dit que les enquêtes sont en cours pour affirmer. Donc déjà, ces médias-là eux-mêmes se sont mis dans une position qui met à l'aise le gouvernant burkinabé à ce qui concerne leur suspension. Mais là encore, nous avons parlé, tout à l'heure j'ai parlé de failles. À travers ces failles-là, le doute peut être sémé. Oui, voilà, je vais lever le second point. Allez-y rapidement. Parce qu'effectivement, je n'ai pas envie de lâcher ce mot-là, mais un laxisme s'est installé et a permis un tel rapport de prendre surface. Vous convenez que, oui, c'est parce qu'il y a eu une faiblesse, il y a eu une lucane qu'ils ont osé utiliser pour un tel rapport. C'est en ce sens-là également que, oui, au deuxième point, j'applaudis en tout cas le Conseil supérieur de la communication très vite, pour son action de suspension et surtout, je dirais au Burkina Faso, d'aller plus loin en les hissant même en justice. Ok, rapidement, quelques secondes, nous sommes à la fin. Allez-y. C'est un coup classique. Allez-y rapidement. Des pays qui veulent revenir ici avec des missions de maintien de la paix et installer les armées. Je vous dis rapidement. C'est pour que la communauté internationale dise que le Burkina Faso, parce qu'ils appellent le VDP là des milices. Ensuite, c'est pour que la communauté internationale dise que l'armée burkinabé viole des droits de l'homme pour interdire à nos pays amis là maintenant de nous vendre des armes, pour nous désarmer. C'est pour nous mettre à genoux. C'est pas plus que ça. Merci, monsieur. Juste quelques secondes. Il y a des objectifs derrière cette communication et derrière ce rapport. Des velléités de déstabilisation. Non seulement de déstabilisation. Il y a 9 organisations de la société civile de différents pays. Si vous ne savez pas qu'ils ont déposé un document à la CPI contre le président Ibé, soit disant qu'il est en train
de maltraiter sa population. Ces organisations sont de quel pays? Burundi, Centrafrique, Guinée, Mali, Maroc, Côte d'Ivoire, Tchad, RDC. La plupart de ces pays sont très loin du Burkina. Ils sont d'accord. Vous ne pouvez pas rester à cette distance-là. Hein? Vous ne savez pas ce que le peuple burkinabé veut pour dire que le président Ibrahim Traoré, excusez-moi, Ibrahim est en train de commettre. En fait, c'est pour dire que un jour, on va amener le président Ibrahim à ces pays compte tenu de tout ce qui s'est passé. Merci. Mais il faut qu'ils se mettent à l'idée, il faut qu'ils passent sur le corps de peut-être 90% des Burkinabés pour atteindre IB, pour l'amener assis, parce que le peuple ne va pas accepter. C'est nous qui vivons notre situation, nous savons ce qui se passe ici. Merci infiniment. La coïncidence des deux événements. Merci la coïncidence là, c'est le complot là. Merci. C'est un complot derrière. Qui finance ces organisations? C'est les mêmes occidentaux qui financent ces organisations de la société civile pour faire sortir ces âneries, excusez-moi, entre griffes. Pour moi, c'est des âneries. Merci, chers chroniqueurs. Nous désamorçons à présent le débat sur ce plateau de cette Afrique pour dire que la semaine prochaine encore, ça sera encore plus intéressant avec d'autres sujets d'actualité africaine. Mais bien avant, le sujet sur la Côte d'Ivoire, nous aurions souhaité traiter du sujet. Le temps est parti, tire à sa fin. Nous allons pouvoir traiter le sujet la semaine prochaine sur ce même plateau avec nos chroniqueurs. Rapidement, avec nos chroniqueurs, recommandations, rapidement, quelques secondes. Pour parler recommandations, on commence par le premier sujet, l'entretien du chef de l'État. L'entretien du chef de l'État. Comme je l'ai dit, j'ai vu un chef d'État plein dans ses bottes et faisant une communication applaudie de tous. C'est vrai que je vais lui demander de continuer ce genre de communication, mais de ne surtout pas être long, donc de laisser l'aspect technique de sa communication à interprétation. Deuxième sujet, les assises nationales. Alors, les assises nationales, pour moi, sont quelque chose à féliciter et demander véritablement qu'elles soient inclusives. Donc, la levée des sanctions, donc des interdictions par rapport aux partis politiques, en tout cas, pour que ceux-là également puissent participer, de sorte à ce que, oui, lors de ces assises-là, sorte véritablement une vision plurielle pour le Burkina Faso, de sorte à ce que cette vision-là s'impose à tout chef d'État qui dirigera ce pays. Merci. Interdiction des marches, rapidement. Interdiction des marches, je pense que le gouvernement de la transition actuelle, en tout cas, doit travailler à éviter. Parce que, oui, si elle travaille à éviter l'interdiction des marches, elle sera en train de donner la crédibilité, en tout cas, à cette ouverture d'esprit-là, à cette lueur d'espoir qu'attend les Burkinabés. Le dernier point, alors, avec les médias. Avec les médias, je salue véritablement le Conseil supérieur de la communication pour sa vision très subtile par rapport au texte qui a été mis en avant par ces médias internationaux et surtout leur demander de ne plus laisser ce genre d'ouverture-là parce que oui, nous avons même pu voir sur les réseaux des vidéos, comme M. Palme le disait, présentant la situation. Et je pense que nous avons critiqué ça à un moment. Merci. Et que Dieu nous aide tous. Merci. Rapidement, M. Ouedraogo. Oui. Juste en une minute, l'entretien du chef de l'État. Oui, je sais que le chef de l'État est dans une dynamique de la rigueur. C'est cela. Et moi, ma prière est qu'au niveau de la gouvernance, cette rigueur soit... voilà. Vous comprenez? Parce que j'ai toujours mon équation. Y est égal à AX plus B. Ça, c'est l'équation des dirigeants. C'est cela. Avec A, confiance. Merci. Vérité. Droiture. X, c'est l'entourage. Et B, comme je l'ai toujours dit, une certaine confiance. Merci. Voilà. Maintenant, les assises nationales. Par rapport aux assises, moi je souhaiterais en tout cas que, après les assises, mais je ne voudrais pas qu'on donne une certaine date. Ça c'est votre souhait. Ça c'est mon souhait. Mais qu'on fixe quand même, comment on appelle, certains points. Voilà, consensuels. Mais une date, franchement, ça ne serait pas intéressant. Ça c'est mon point de vue. Merci. Voilà. Le troisième point, l'interdiction des marches. L'interdiction des marches, c'est peut-être le gouvernement seul qui peut justifier pourquoi il interdit telle ou telle marche et il permet telle marche. Parce que nous ne sommes pas dans le secret. Voilà, parce qu'il y a souvent l'information
qui n'est pas partagé par tout le monde. Voilà. Donc, pour ça, c'est ce que je peux dire par rapport aux interdictions des marches. Sinon, moi, je ne voyais pas un problème qu'on reçoit, par exemple, des syndicats et regarder les plateformes. Merci. Voilà. Dernier point, pour les médias. Oui, pour les médias, ça, il faut qu'on soit... Je vous ai dit que l'information est une arme. Voilà, il faut maîtriser les médias parce que c'est plus que des... Vous savez, il y a des médias terroristes, des médias terroristes. Il faut savoir les circonscrire. Alors, quelle recommandation pour... Oui, par rapport aux médias, il faut que le Conseil supérieur de la communication, comme je l'ai dit, recrute des experts pour pouvoir traquer tous ceux-là qui vont communiquer négativement autour de la transition, autour de notre lutte. C'est votre point de vue. Monsieur Savadogo, rapidement. Oui. Nous commençons par l'entretien du chef de l'État. Bon, d'abord, moi, je demande simplement... D'abord, je félicite le président, je veux qu'il continue dans cette dynamique. Et je demande au peuple burkinabé de lui prêter main forte. Pas tous les Burkinabés, au moins une grande majorité, de continuer à lui prêter main forte. Merci. Je l'encourage. Les assises nationales. Les assises nationales, moi je demande simplement à ce que on fasse une ouverture. Et c'est une petite ouverture à la société civile, aux politiciens, en les encadrant, en les disant vos activités devaient se consacrer uniquement à la libération du pays. C'est cela. Après que si le pays est libéré, nous les militaires, on retourne dans la caserne, vous prenez votre pouvoir. Merci. Voilà. Ensuite, on va dire... les médias. Les médias, la communication est une arme de guerre. C'est cela. Sans communication sur le terrain, l'armée ne vaut rien. Depuis l'Angleterre, le général de Gaulle a passé ses messages à partir de l'Angleterre, c'est la communication, pour aider à venir libérer son pays. Ça, c'est de un. Deuxièmement, le président Roch Marc Christian Kaboré, il n'y a pas un président qui a donné autant de liberté d'expression et liberté à la presse. Des documents confidentiels, secrets de défense, Monsieur Savadogo, se sont retrouvés... Votre recommandation, juste non, votre recommandation. Je vous dis, voilà, se sont retrouvés dans la rue. Juste votre recommandation. C'est ça l'extrême libertinage. Oui. Et on a vu la suite. Juste votre recommandation. Voilà. Ma recommandation, moi je voudrais simplement que le Conseil supérieur de la communication continue à faire son travail et que les Burkinabés aient confiance aux médias burkinabés que des médias étrangers. Merci. Voilà. Monsieur Palm, merci, Monsieur Pafadnam. Avec l'entretien du chef de l'État. Moi, je vois un chef d'État dans sa communication qui veut que tout le monde soit au même niveau d'information. Je trouve que peut-être qu'il en fait trop, en donnant trop de détails. Mais comme recommandation, moi, je lui demanderais qu'il communique beaucoup plus sur la situation sécuritaire. Maintenant, pour les autres aspects de l'économie, du développement, à mon avis, il peut confier ça à son Premier ministre. Je pense que s'il a été nommé à cet effet. C'est cela. Deuxièmement, en ce qui concerne les assises, je souhaiterais que toutes les forces vives de la nation soient invitées à cette assise. Nous allons demander à ces forces vives-là de ne pas jouer à la politique de la chaise vie. On a besoin de leurs idées, de leurs contributions. Les décisions qui vont sortir de ces assises vont concerner toute la nation et non une partie de la nation. Donc leurs contributions sont attendues. Pour ce qui concerne l'interdiction de la marche, à mon avis, ça n'engage que moi. Toute action, toute marche, va aller à l'encontre des intérêts de la nation. De la bonne marche de la transition, on n'a qu'à purement, simplement interdire. Parce que ces gens, ils ont des informations que nous, on n'a pas. Ils prennent des décisions en connaissance des causes. C'est cela. Pour finir, pour les médias, oui. On ne peut pas permettre à des étrangers de venir raconter ce qu'ils veulent sur notre pays. Moi, je demandais qu'on interdise tous ces médias, qu'on demande aux médias nationaux de ne plus relier les informations. Quand ils captent une radio, ici, FM à 6 h, c'est BBC. Tu captes une radio, c'est les médias internationaux. Nos journalistes sont des professionnels, ils ont fait les mêmes études, qu'ils aillent à l'information pour relayer l'information à la population. Merci. On n'a pas besoin qu'un étranger vienne nous dire ce que l'on sait déjà. Merci. Merci à vous. Merci infiniment à nos chers chroniqueurs. Monsieur Tal Issouf, merci infiniment à vous d'avoir été des nôtres. Monsieur Ouedraogo Sibiri Ismaël, merci infiniment d'avoir participé à ce numéro de Cette Afrique. Monsieur Savadogo Daouda, merci infiniment d'avoir participé à Cette Afrique. Monsieur
Palme Songalo, merci de votre contribution. Merci également à vos chers téléspectateurs de la chaîne africaine de télévision. Comme nous le disons chaque jour, c'est là tout le sens de notre émission, Cette Afrique. Échanger au-delà de nos contradictions, apporter nos idées, nos recommandations pour une Afrique qui avance. Merci et à la semaine prochaine.